Maintenant, la députée de Marie-Victorin. Merci beaucoup, Mme Martel, pour votre engagement, mais également pour votre travail de sensibilisation. Vous en avez fait état de nombreuses reprises dans votre présentation. Vous parlez d'une méconnaissance du travail des journalistes par le public. On sait aussi qu'il y a quand même un certain effritement de la confiance de la population à l'égard des médias de façon générale. J'ai cru comprendre que vous évoquiez l'éducation aux médias en guise de piste de solution. Je serais curieuse de voir comment est-ce que vous la voyez. Est-ce que c'est dans le cadre d'un cours d'éducation à la citoyenneté au secondaire? Est-ce que ça pourrait se déployer auprès de l'ensemble du grand public? Donc, comment concrètement on pourrait appliquer ça? Actuellement, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec a développé la formation 30 secondes avant d'y croire qui vagabonde d'une école secondaire à l'autre grâce à des journalistes bénévoles. Ça a un franc succès. D'autres mesures seront à venir, effectivement, là, pour une clientèle adulte, mais je crois que l'intégration d'un volet sur la consommation des médias, sur l'information au sein d'un cours en éducation civique pourrait être une piste de solution. Et ça devrait se commencer dès le secondaire. Et puis, en fait, intégrer aussi les médias dans le cursus scolaire, dans les cours. Il y a déjà beaucoup de professeurs qui le font, mais c'est une manière de se familiariser avec cette bébite-là qui est un journal papier, entre autres, ou sur Internet, peu importe. C'est une manière de prendre connaissance de son monde, de ce qui nous entoure, finalement. Puis est-ce que vous le sentez sur le terrain, justement, cette baisse de la confiance de la population à l'égard du travail que vous exercez? Ça dépend, en fait. C'est sûr que les gens, normalement, qui prennent la peine de nous contacter sont soit très contents, soit très mécontents. Donc, ça se situe un peu entre les deux. Mais je sens que souvent, on pense pas à tout ce qu'il y a de travail derrière, ne serait-ce que le coût de production d'une nouvelle, parce qu'on ne paie plus pour la consommer. On oublie qu'elle coûte quelque chose, puis on oublie sa valeur. Donc, je pense que c'est des choses qui sont prises pour acquis puis qui se sont un peu effacées au fil du temps. Merci. Merci, M. White. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une certaine ironie quand même dans le fait qu'on cite souvent notamment le virage numérique comme étant une solution à la crise des médias, mais pourtant vous avez été vous-même victime de cette même crise dans une entreprise médiatique qui était pourtant 100% numérique. Donc, comme quoi, personne fait exception dans le milieu actuellement, puis ça touche vraiment tout le monde. Donc, cela dit, tantôt, vous avez fait référence au contenu payant, comme quoi c'était une des pistes d'avenir pour les différents médias, qu'on devait aller vers là. De mémoire, je crois qu'il y a seulement Le Devoir et l'actualité dans le domaine politique au Québec là, qui demandent un contenu payant. Donc, j'ai 3 petites questions en rafale pour vous. D'abord, est-ce que ça a suscité une baisse du lectorat de ces 2 médias-là en termes de proportion par rapport aux autres médias? Deuxièmement, est-ce qu'il faudrait une solidarité de l'ensemble du monde médiatique au Québec? Est-ce que tout le monde devrait faire payer les utilisateurs pour le contenu en même temps? Et troisièmement, le cas échéant, est-ce que ça risque pas de provoquer une fuite justement du lectorat qui sont 85% à ne pas vouloir payer pour du contenu vers des médias étrangers? Bien, il pourrait y avoir une fuite de trafic, comme vous dites, vers des sites qui vont demeurer gratuits, là, comme radiocanada.ca, qui est entièrement payé par les contribuables, bien qu'il y ait des annonceurs à Radio-Canada. Au niveau des murs payants, ce qu'on appelle les paywalls en anglais, effectivement, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ils ont abandonné ça dans les dernières années parce qu'il y avait une baisse du trafic et que on voyait là, que ce n'était pas le bon modèle. Je pense que dans des cas comme la Presse Plus et Groupe Capital Média, dans leur cas à eux, ce serait l'idéal d'avoir un mur payant pour valoriser l'information qui mérite d'être payée, puis mettre en valeur ce contenu à valeur ajoutée-là, que ce soit les enquêtes ou les chroniques ou les scoops, en fait, qui pourraient être derrière le mur payant. Mais un des problèmes, c'est que ça peut amener une baisse de trafic s'il y a uniquement 10 ou 15% du lectorat qui s'abonne. Solidarité, oui, ça pourrait être tous les médias en même temps, mais je crois que ça va être difficile à appliquer. Merci à vous 3 pour la présentation. Moi, je vais tout de suite faire du pouce sur les propos de la collègue de Tachereau. Madame Saint-Onge, j'aimerais vous entendre. Vous avez parlé donc de la pression dans le contexte de difficultés budgétaires pour produire peut-être un certain contenu dans le contexte de la nécessité d'avoir des clics, par exemple, sur le web. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez dans la réalité du terrain chez les journalistes que vous représentez? Bien, on parle de la dictature du clic. C'est jamais fait de cette façon-là, aussi claire. Mais je dirais qu'il y a beaucoup d'incitatifs et de valorisation d'articles et de publications qui vont chercher le plus d'attention du public. C'est pas toujours des contenus qui sont
qui ont la plus grande valeur, disons, pour l'ensemble de la société, là. Je dirais que il n'y a jamais, en tout cas à ma connaissance, de pression aussi directe de dire couvre tel sujet de cette façon-là parce que ça va aller chercher plus de clics. Par contre, on valorise beaucoup, évidemment, les contenus qui attirent le lectorat. Puis c'est compréhensible dans la situation économique des médias actuellement. On va aller chercher des revenus publicitaires, puis pour ça, ça prend du lectorat. Merci. Ma deuxième question concerne évidemment la taxation. On sait, bon, le gouvernement du Québec aura beau taxer les GAFA de ce monde, ça va rester de la concurrence déloyale tant et aussi longtemps que le gouvernement fédéral ne fera pas non plus la même chose. Tu l'as dit, moi aussi, comme le collègue de Rimouski, je pense que l'indépendance du Québec, c'est une belle solution. Mais le Québec peut, dans la situation actuelle, occuper ce champ fiscal. Et j'ai d'ailleurs déposé une motion en juin dernier qui demandait au gouvernement de prendre ses responsabilités et d'occuper le champ fiscal laissé visiblement vacant par le gouvernement fédéral. Est-ce que vous considérez que ça pourrait être également une solution? Rapidement, s'il vous plaît. Oui, bien, tout à fait. Je pense que de toute façon, c'est un concept qui est de plus en plus admis dans la population générale aussi. Alors, le gouvernement du Québec a tout à fait la légitimité d'être le porte-étendard de ce discours-là et de le porter haut et fort du côté d'Ottawa. Il y a un consensus qui commence à émerger autour de ces questions-là, puis on s'aperçoit que c'est impossible de toute façon d'avoir un secteur qui est équilibré économiquement à l'heure actuelle. Donc, il faut absolument prendre les mesures qu'il faut pour donner les moyens à nos médias de continuer d'exister puis de remplir le service à la population. Merci beaucoup pour votre présentation. Madame Balivi, j'aurais voulu vous entendre sur la question justement de la députée de Tachereau, parce que j'avais exactement la même question compte tenu de la fameuse guerre au clic et de la pression que vous pouvez ressentir comme journaliste, puis peut-être dans le contexte justement où la presse a changé de modèle d'affaires avec un OBNL, donc une logique qui ne devrait pas être la logique mercantile comme on peut retrouver dans d'autres médias d'information. Donc je voyais que vous vouliez répondre et c'est pour ça que j'aimerais vous entendre. La députée demandait aussi si la pression avait changé depuis la création de l'OBNL. Je dirais non, parce qu'on sait que notre situation est quand même assez précaire encore. On a beaucoup de contenu à produire. La dictature du clic, on la sent pas tellement. Ce qu'on veut, c'est produire du contenu qui va intéresser notre lecteur puis qui va être fidèle à notre code d'éthique. Donc, moins de pression, non, parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir. Même si on est nombreux, on n'est pas si nombreux que ça pour produire le journal de qualité qu'on veut produire. Donc voilà, en fait. OK. Donc, vous ne sentez pas cette pression-là quant à la nature du contenu que vous devez produire? Non, on sent une pression à produire un contenu qui va plaire à notre lecteur, mais on veut des nouvelles qui sont dignes d'être publiées puis intéressantes. On ne veut pas faire du sensationnalisme pour faire du sensationnalisme. Et du contenu original. Et du contenu original aussi. Là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Je dirais que je partage l'exaspération de mes collègues. On s'entend qu'on est dans un contexte, justement, vous l'avez dit vous-même, un contexte électoral. Le gouvernement nationaliste a plusieurs revendications face au gouvernement fédéral. Il y a cet enjeu-là qui est vraiment criant et pourtant, vous l'avez dit encore une fois, les grands partis fédéraux n'ont pas encore répondu à l'appel. Reste de glace devant l'appel du milieu médiatique. Donc, c'est là qu'on se dit à quel point c'est difficile, même si on pousse, d'obtenir des concessions du gouvernement fédéral. Alors, c'est pour ça notamment qu'on est souverainiste, qu'on est indépendantiste. Mais pour ce qui est de la question de la pression qui peut être exercée sur les membres que vous représentez dans le contexte difficile qu'on connaît dans les médias, est-ce que vous avez des échos en tant que syndicat de ce qu'on peut entendre sur le terrain? Bien, comme mentionné, Unifor représente 7 000 à travers le pays, donc c'est sûr qu'il y a des pressions un peu partout, puis principalement faites à Ottawa, de notre syndicat. Là. Donc, c'est sûr qu'on a des revendications, c'est dans la plateforme. Mais particulièrement dans le cas de Groupe Capital, en ce qui me concerne, Unifor, on représente le tiers de ces employés-là. Là. Donc, c'est sûr que tout ça, c'est le futur. Moi je suis vraiment préoccupé pour le demain matin. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les mesures pour vraiment sauver ces quotidiens-là qui sont fondamentaux pour la démocratie dans les régions? En termes de priorité, puis je suis accompagné d'un journaliste de la Tribune, donc il sait exactement comment ça se vit dans son milieu de travail. Vous savez, juste l'automne passé, on a fait une campagne de lobbying à Ottawa, justement, où un des points, une des revendications qu'on avait, c'était
à l'égard de l'article 19 de la loi sur l'impôt. Il y a une espèce d'incongruité, ou en tout cas, nous, ce qu'on appelle colmater la brèche de l'article 19, c'est-à-dire de faire en sorte que quand une entreprise canadienne décide d'acheter de la publicité sur les grandes plateformes que sont les GAFA, bien que cette dépense-là ne puisse pas être déductible, comme les gouvernements ont eu le courage de le faire dans les années 90, dans la fameuse affaire du Time Magazine là, ou McLean. En terminant, s'il vous plaît. Ne serait-ce que de colmater cette brèche-là, quand vous nous posez la question, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat? Okay? Ça serait un combat à mener. Et on a évalué, nous, chez Unifor, que si on arrivait à colmater cette brèche-là, on irait chercher plus d'1 milliard de dollars d'ici 2021. C'est pas rien. Merci beaucoup. Je trouve que votre proposition est extrêmement intéressante lorsque vous mettez le doigt sur la nécessité d'assurer la diversité de l'information partout dans nos régions. Donc, pas question de remplacer, mais bien d'assurer la diversité. Puis ça me fait penser que dans plusieurs pays scandinaves, comme la Norvège, la Finlande, c'est exactement ce qu'ils ont fait pour assurer la vitalité des médias en région. Lorsqu'il y avait très peu de médias dans une région donnée, le gouvernement, par exemple le gouvernement suédois, le gouvernement norvégien, a décidé de subventionner un joueur public pour venir l'ajouter dans l'équation et ainsi donc assurer la diversité des médias. Donc ça me faisait vraiment penser à ce qui se fait là-bas. Maintenant, on a beaucoup parlé du futur, de l'avenir de Télé-Québec. Mais est-ce que vous avez des membres, est-ce que vous représentez des membres à la CSQ qui sont à Télé-Québec et quel est l'état actuel des choses? Bien, oui, on l'a dit d'entrée de jeu, on représente le syndicat des employés de Télé-Québec, qui sont environ 460 travailleuses et travailleurs. Là. Et bien sûr, Télé-Québec, on le sait, a des difficultés financières, a été aidé par le gouvernement, mais je pense qu'il faut que Télé-Québec continue de vivre, que le gouvernement continue de le faire rayonner. Comme on disait, c'est la télévision publique qui nous appartient et je pense que tous ces travailleuses et travailleurs mettent la main à la pâte pour faire en sorte que Télé-Québec rayonne. Et d'ailleurs, combien de Gémeaux ont été remportés par la qualité de ce qui se fait, puis ça, bien, ça passe par les travailleuses et travailleurs. Intéressant, puis je voulais justement faire du pouce sur ce qu'ont dit avant moi les collègues de Verdun, Tachereau et Rimouski concernant toute cette question-là de la confiance. Puis je pense que ça a un lien avec la place de plus en plus grande de l'opinion dans les médias. Et la députée de Verdun faisait référence au statut de journaliste qui a déjà été discuté dans les années passées. Mais je vous soumets bien humblement que je crois que c'est une partie de la solution, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui perdent confiance dans l'information parce que c'est devenu difficile pour les citoyens de distinguer ce qui est de l'opinion versus ce qui est une information rigoureuse, vérifiée, écrite par des journalistes qui, eux, suivent un code de déontologie auquel ne sont pas tenus des chroniqueurs ou des blogueurs, par exemple, qui n'ont pas le statut de journaliste ou qui ne sont pas journalistes. Donc, vous ne croyez pas que ça pourrait être, disons, une idée à réétudier dans ce contexte-là, par exemple, à votre congrès du mois de novembre? On peut certainement en parler, mais vous voyez tout de suite le problème où il y aurait deux statuts de journalistes, un pour ceux qui font de l'opinion, qui ont certaines responsabilités, d'autres ceux qui font de la nouvelle, qui ont d'autres responsabilités. Moi, j'ai toujours l'inquiétude un instant, j'ai la liberté de presse, j'ai le droit d'écrire ce que je veux, où je veux, quand je veux, comment je veux. C'est là, je veux dire. La liberté de la presse, la liberté d'expression, c'est un des plus grands dons de la démocratie. Ça peut être mal utilisé. Moi, j'ai toujours dit que ce serait le fun si les journaux étaient un petit peu plus sérieux dans la façon de séparer bien précisément ce qui est la nouvelle, ce qui est l'information. Mais c'est pas si simple que ça. En terminant, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a besoin de davantage d'outils pour distinguer les deux parties de l'information. L'éducation. Merci beaucoup pour votre présentation. Il y avait beaucoup de franchise dans votre mémoire aussi. Je pense que c'est un des avantages de l'indépendance.
À la page 4 de votre mémoire, vous faites le lien justement entre les balises déontologiques qui fléchissent, la qualité de l'information qui diminue, avec la crise de confiance du public à l'égard des journalistes puis du monde des médias en général. Je trouve ça intéressant que vous dressiez un tel lien de causalité. Je me demandais, selon vous, de votre perspective, quelles sont les raisons qui font en sorte justement que les balises déontologiques diminuent et affectant du coup la qualité d'information? Il y a deux éléments de réponse. De un, il y a le fait que les médias eux-mêmes ont de moins en moins d'indépendance financière, donc dépendent de plus en plus de leurs revenus publicitaires. Ils sont prêts à faire de plus en plus de compromis dans la soi-disant muraille de Chine entre la publicité et la rédaction. Il y a de plus en plus de trous. Et d'autre part, les pigistes sont dans cette situation-là au niveau individuel et sont parfois obligés d'accepter de faire des cahiers spéciaux qui sont en réalité des publi-reportages, de faire parfois du marketing de contenu qui n'est pas identifié comme tel. Ça c'est la pression économique qui s'exerce tant sur les entreprises de presse que sur les journalistes eux-mêmes qui expliquent ça. Il y a un lien très, très clair de cause à effet. Est-ce que vous sentez une certaine pression pour produire un contenu qui va générer des réactions, par exemple, virales sur le web? On parle souvent de la dictature du clic, tout ça. Est-ce que c'est une expérience que vous voyez sur le terrain? Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, nous, on connaît aucun journaliste indépendant qui vit 100% de la presse écrite pure et dure en faisant juste du journalisme. Là, tu sais, on est obligé de diversifier notre activité et ça nous arrive de faire des top 10 pour MSN. Là, tu sais, on fait ça des fois juste parce que ben, c'est vite fait, c'est payant, tout ça. Mais c'est évidemment pas notre aspiration profonde. Merci beaucoup. Moi, ça va faire bientôt 3 ans que je suis députée et quand je suis arrivée, il y avait 2 journaux communautaires qui couvraient ma circonscription. Il y avait bien sûr le Point Sud, mais également Média Sud, qui était mené par feu Maurice Giroux, mais qui a depuis malheureusement fermé ses portes, faute de relève. Pourtant, il était entièrement déjà sur le web. Le journal Point Sud est encore distribué partout dans ma circonscription. C'est ça qui est intéressant, c'est tangible. En même temps, tout le monde peut mettre la main dessus, va couvrir des histoires qu'aucun autre média ne couvre, toutes les belles choses qui se font justement dans le milieu communautaire. Et on a parlé beaucoup de la réalité en régions plus éloignées, des journaux communautaires comme ça, mais les journaux aussi en milieu urbain ont de la difficulté également à renouveler leurs bénévoles. Pourtant, eux ne sont pas affectés par l'exode des jeunes, par exemple. Est-ce que vous avez étudié ça, le phénomène plus spécifique des journaux communautaires en milieu urbain? Pourquoi c'est si difficile d'aller recruter, par exemple, de nouveaux bénévoles? Je ne sais pas pencher vraiment là-dessus, mais c'est sûr que tout est plus difficile. Les rapports, les contacts humains en milieu urbain, on dirait, bon, les gens sont tassés les uns sur les autres, c'est vrai, mais ils ne se connaissent pas. Dans une petite municipalité, tout le monde connaît à peu près tout le monde. C'est juste ça. Moi, je vois juste ça comme raison. Donc, l'effritement du sentiment de communauté dans les milieux plus urbains, vous diriez? Sentiment d'appartenance, peut-être. Oui, sentiment d'appartenance. Les gens la consomment. Les gens embarquent dans un média communautaire et puis pour la durée, c'est-à-dire qu'ils vont passer 20, 30, 40 ans à collaborer avec leur journal. Quand arrive le moment de renouveler, souvent, on n'y pense pas, on se pense éternel un petit peu. C'est comme, on s'y prend un petit peu tard. On veut installer ça aussi chez nos membres, on en parle. En terminant, s'il vous plaît. D'être conscient de cette réalité-là et puis d'y voir, de penser à la relève aussi, de travailler aussi fort là-dessus que pour le virage numérique qui, en passant chez les médias communautaires, est supporté par les journaux papier. J'ai la chance d'être couverte par la télévision Rive-Sud, donc TVRS, sur le territoire de l'Agglo. Malheureusement, c'est juste diffusé pour les gens qui ont Vidéotron à la maison, comme vous l'avez si bien dit. Puis dans votre présentation, ça m'a interpellée, le fait que vous disiez que vous sentiez que vous aviez comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête en ce qui a trait aux licences, en raison justement des fameuses décisions du CRTC. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous en dire plus à ce sujet-là. Où en sont vos discussions avec Vidéotron? Est-ce que ils ont vraiment l'intention de retirer leur licence? Quelle est la situation? Écoutez, c'est très difficile à dire parce qu'on est conscient que MaTV, c'est quand même un groupe de personnel syndiqué. Vidéotron ne va pas annoncer 3 mois d'avance ou 4 mois d'avance qu'ils ont l'intention de le fermer. Ça va se faire
comme ça. Alors, on ne sait pas. Nous, ce qu'on se dit, c'est pas est-ce qu'ils vont le faire. La question qu'on se pose, c'est quand vont-ils le faire? Parce que les concurrents l'ont fait ailleurs. Et personnellement, je vous le dis, si j'étais à la tête de TVA, bien, je réclamerais ces sous-là pour aider mes stations locales. Mais comme je suis à la tête de la fédération, je dis non à ça parce que c'est de l'argent du public qui va aller, encore une fois, à l'entreprise privée. Ça ne devrait pas être le cas. Et surtout que ça ne va pas financer des vraies nouvelles locales, selon nous, parce que nous, on est présents dans des petites municipalités, puis c'est pas vrai que TVA va venir couvrir quelque chose à Warwick, là, parce qu'il a pris l'argent de la télévision communautaire pour aller couvrir le local, tu sais, donc... On n'a pas non plus de petites stations, par exemple, de TVA à Longueuil. Bien sûr, on est couvert par la télé nationale. Donc, à ce moment-là, dans toute la périphérie, on se trouverait à perdre l'information. Merci beaucoup à vous quatre. Moi, d'entrée de jeu, je vais répondre à l'appel de M. Tétrault et témoigner de la qualité qu'on retrouve dans les radios communautaires. Évidemment, je connais bien Éric. Je souligne aussi la créativité incroyable dont ils font preuve parce que c'est vraiment pas facile, le marché de la région de Montréal, évidemment, la compétition avec les réseaux nationaux, mais c'est tellement important d'un point de vue démocratique parce que sans la présence de médias communautaires comme les vôtres, on n'aurait tout simplement pas accès à des nouvelles locales, à des nouvelles régionales. Puis tantôt, j'interpellais donc l'Association des médias écrits communautaires, puis qui me faisait part que c'était vraiment au niveau du sentiment d'appartenance en milieu urbain qu'il fallait travailler pour augmenter l'attractivité des médias communautaires. Et au 103.3, justement, à Longueuil, je sais, Éric, que vous avez travaillé beaucoup sur un projet pour faire justement mousser ce sentiment d'appartenance. Puis je trouvais que ce serait une bonne idée que tu en fasses part ici aux membres de la commission. Comment ça a été généré? C'est un projet identitaire. On s'est rendu compte que sur le territoire, l'identité manquait ou peut-être qu'il n'y avait pas de porteur de drapeau sur l'aspect identitaire. Et on a décidé, vu que la radio, c'est un haut-parleur qui rejoint l'ensemble de la population, qui divertit, puis qui aussi, on est toujours en contact avec la population. On s'est dit, on a un rôle à jouer là-dedans, de nécessairement s'assurer que les gens sont bien informés, mais aussi sont fiers d'habiter un territoire. C'est plus facile de passer un message comme ça à la radio que de le mettre sur papier. Ça c'est sûr et certain. Mais nos médias, on a un mandat aussi, culturel, musical, tout l'aspect identitaire. On a un mandat très important dans notre communauté. Nous, à Longueuil, c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est vraiment de faire rayonner cette fierté-là d'habiter notre territoire. Merci beaucoup pour votre présentation. Madame Gonneau, vous avez en fait commencé votre exposé en nous expliquant la différence dans la culture anglophone versus la culture francophone, de la définition de médias communautaires, si on veut. Mais vous avez omis de parler quand même, il y a une différence justement entre la culture francophone et la culture anglophone dans la philanthropie. Par exemple, on sait que dans la culture anglo-saxonne, c'est une culture beaucoup plus ancrée. Donc, dans ce contexte-là, ma première question serait pourquoi, puisque dans le milieu anglophone, il y a cette culture-là qui est plus développée, le modèle d'affaires, d'économie sociale, d'OBNL ne serait-il pas un modèle intéressant pour vos médias anglophones? Et ma deuxième question auquel vous pourrez répondre en rafale concerne peut-être plus spécifiquement, je sais qu'il y a un média en Estrie, un média anglophone, je crois qu'il fonctionne par abonnement. C'est un média local. Je me demandais si c'était une pratique répandue dans le milieu anglophone. Si oui, pourquoi? Sinon, est-ce que ça pourrait être une voie de solution? Il y en a, je vais commencer avec votre dernière question. Il y en a des journaux qui choisissent l'abonnement pour limiter le coût de distribution. Justement parce que les journaux tentent de limiter les coûts le plus possible pour pouvoir avoir une entreprise qui est viable, économiquement viable, et pouvoir continuer à livrer la nouvelle. Donc, ils n'ont pas le choix. Puis, il y a certains endroits qui couvrent tellement des grands territoires que d'avoir une livraison à chaque porte n'aurait pas de sens non plus nécessairement. Fait qu'il y a différents enjeux qui parlent de la différente façon de livraison. Puis, pour ce qui est du modèle d'affaires, bien, écoutez, il y en a certains. Il y a un nouveau, le Gleaner avait fermé, puis là, il est réouvert. Il est seulement sur web. Il n'y a pas très peu de parutions, mais il y en a quand même. Puis c'est un OBNL maintenant.
Donc, oui, ça arrive. Le SPEC à Gaspé, c'est un OBNL. Mais, tu sais, le Stansted qui a fermé... En terminant, s'il vous plaît. Il a commencé en 1845. Je veux dire, il y en a beaucoup de ces journaux-là. Ils n'ont pas été ouverts hier, là. Fait que tu dis pas à quelqu'un qui a une entreprise, ferme ton entreprise pour le convertir en OBNL pour que tu puisses aller chercher des subventions. Merci beaucoup. Je vais aller rapidement. J'ai 2 questions. Vous y répondrez en rafale. Je trouve que c'est une excellente idée, le 50 % de crédit d'impôt pour la publicité pour les PME. Mais je vous lance la question réalistement. Est-ce qu'on doit rester dans le monde de l'information vers un modèle d'affaires axé sur la publicité quand, on va se parler franchement, par exemple, un quart de publicité dans un hebdomadaire local, ça peut coûter autour, en tout cas chez nous, ça coûte 1 000 $. Ça peut être en page 15, un peu plus loin parfois. Puis, je pourrais couvrir, par exemple, l'équivalent de 1,5 fois la taille de ma circonscription pour le même montant sur les réseaux sociaux. Donc, je me demandais si vous aviez quand même la réflexion vers un autre modèle d'affaires qui pourrait être possible, parce que c'est ça à quoi on réfléchit ici, notamment à la Commission. Deuxièmement, la question des publicitaires, qui est quand même très abordée dans l'actualité par les temps qui courent. Ça représente combien en termes financiers pour les hebdos locaux? Je pense que c'est important qu'on en parle. Et quelles pourraient être les solutions si ce n'était pas des publicitaires? La question du Publisac, puis je laisserai mon collègue Bouchard répondre à la question de la publicité. Au niveau du Publisac, nécessairement, là, il y a un enjeu majeur aussi. On en parle dans le mémoire. On n'a pas parlé ici, là, mais il y a un enjeu majeur en lien avec le fait que le Publisac fait partie intégrante de l'écosystème de la presse hebdomadaire au Québec. C'est notre réseau de distribution qui nous aide à aller à chaque porte à toutes les semaines à un coût raisonnable. Alors, c'est clair que là, on entend des débats là, autour du Publisac, entre guillemets, environnemental, qui fait que, bon, il y a peut-être quelques villes qui se questionnent à savoir est-ce que c'est nécessaire encore et est-ce que on devrait peut-être jouer plus sévère avec le Publisac. C'est sûr que ça va avoir un impact direct sur chaque hebdo. Ça, c'est clair. Vous n'avez pas le montant en particulier? Bien, un montant en particulier, c'est au niveau des taux de distribution, des coûts de distribution, selon le coût de distribution et la diffusion du journal en question. Alors, il y a des hebdos qui tirent dans ta région. Le Courrier du Sud était à 120 000 copies. Alors, ce journal-là dépense beaucoup pour distribuer ces journaux. Il y a d'autres journaux où c'est 20 25 000 copies de diffusion. Alors, ça varie selon les journaux. Sauf qu'on ne peut pas enlever la problématique. Le réseau du Publisac est comme très important. Merci beaucoup pour votre présentation. Je partage la surprise et l'indignation, en quelque sorte, de mes collègues quant au placement publicitaire qui est réalisé par le gouvernement, surtout quand on pense que c'est des informations d'intérêt public. Donc, des choses, comme vous l'avez bien dit, qui doivent être entendues par un maximum de Québécois partout en région. Parce que, entendons-nous bien, il y a quand même, je dirais peut-être deux types de publicité gouvernementale. Il y a tout ce qui est d'intérêt public, donc les informations, vous avez fait référence au cannabis, on a parlé de maladies de Lyme et tout ça. Bon, il y a aussi l'autre partie qui est peut-être plus la promotion de certaines politiques publiques, ou par exemple, quand on fait la promotion du budget, tout ça, qui sont pas nécessairement dans la même catégorie, en tout cas, de mon point de vue. Et je serais curieux, justement, de savoir quelle est la proportion, si vous avez l'information, entre, je dirais peut-être, les campagnes d'information publique versus la promotion de certaines, disons, de certains programmes gouvernementaux. Comme on disait tantôt, la plupart des messages sont d'intérêt public, mais relèvent également de ce qu'on appelle la publicité du gouvernement du Québec, la SAQ et les loteries. C'est sûr qu'on ne peut pas mettre ça dans la même catégorie que tout le monde a le droit de savoir que le rosé est en vente cette semaine, mais il reste quand même que c'est planifié par les mêmes gens selon les mêmes barèmes. Puis, quand on va au-delà de l'équité puis qu'on parle de moteur de survie économique, bien moi, je ne fais plus de distinction rendue là parce que je me dis que les SAQ, il y en a partout. Puis, pourquoi pas avoir la publicité de la Société des alcools dans toutes les régions? Pourquoi certaines plutôt que d'autres?
Est-ce que vous catégorisez ou vous rentrez tout ça dans la même... Catégorie, c'est des agences elles-mêmes, puis ça rentre dans le budget global du gouvernement. Merci pour votre présentation Merci, et votre madame. résilience. J'ai 2 questions, donc je vais y aller rapidement. D'abord, la question de la régie publicitaire provinciale, c'est intéressant, mais vous savez bien, bon, le nerf de la guerre, c'est d'avoir des outils aussi efficaces que ce qu'offrent, par exemple, les GAFA. Donc, vous avez parlé d'impression, mais comment est-ce que vous voyez la notion de ciblage là-dedans auquel vous avez fait référence dans votre présentation? Deuxième question, on parle évidemment d'augmenter les revenus. Est-ce qu'il y a un moyen de réduire la dépendance à la publicité? Vous avez parlé des redevances, évidemment, qu'on pourrait obtenir des GAFA, mais est-ce qu'il y a question du côté du groupe Capital Média d'analyser la possibilité de demander une contribution aussi aux lecteurs? Parce que la notion du journal papier, on achète le journal papier, mais sur le web, on consomme l'information gratuitement. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a juste le Devoir et l'Actualité qui demandent ou qui imposent en tout cas une certaine limitation dans le contenu sur le web. Est-ce que c'est une avenue que vous envisagez? Pour votre première question, les régies publicitaires, il y a déjà des régies publicitaires qui existent. Par exemple, vous avez le groupe M32 au Québec, qui sont des plus petites régies publicitaires, mais qui ont déjà tous les mécanismes qui sont en place pour être capables d'opérer sur une plus grande... plus largement au niveau du Québec. Il y a plusieurs groupes comme ça qui existent, c'est-à-dire quelques groupes comme ça au Québec qui ont déjà développé les instruments mathématiques et informatiques pour être capables, pour fonctionner et qui le font partiellement avec un certain nombre d'organisations. Donc, c'est pas incontournable, au contraire. Déjà, on a déjà d'instruments qui sont en place, il y a moyen de faire ça, et de s'associer à des groupes de gens-là pour pouvoir le réaliser sur la scène provinciale. Pour la deuxième partie, vous avez totalement raison. Dans notre plan d'affaires qu'on a déposé au gouvernement, le dernier, entre autres, il y a une mutation vers ce qu'on appelle le numérique payant qui s'opérait. Parce que, de notre côté, pour ce qui est, entre autres, des médias régionaux, on ne croit pas au phénomène de la gratuité, de la possibilité de pouvoir continuer dans un phénomène de gratuité. Ça crée l'illusion que tout est gratuit, puis ça ne peut pas durer comme ça. En tout cas, pour nous, il y a d'autres groupes de presse qui pensent différemment. Chacun y va de sa façon. Merci. Mais de notre côté, non. Merci beaucoup pour votre présentation et votre franchise, je dirais. Moi, j'abonde dans le même sens que vous quand on parle du taux de pénétration, par exemple, de certains médias papier. Pour avoir fait souvent le tour dans les tours à condos, blocs, appartements, on voit que ça s'accumule de semaine en semaine. Puis donc, on peut se questionner sur le fait, est-ce que les gens lisent réellement le journal papier? Par contre, il y a cette volonté d'avoir des nouvelles locales. Donc, j'ai bien aimé votre point de vue à cet égard-là. Et est-ce qu'on peut résumer, dans le fond, votre message lancé aux autres médias à ça? Est-ce que c'est tout simplement lâcher le papier ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs que vous voulez amener les autres médias qui ne sont pas encore 100% numériques à considérer dans votre modèle d'affaires? Ma deuxième question se réfère aux critères dont vous avez fait mention en ce qui concerne, disons, la différence entre la publicité sur les réseaux sociaux versus dans les médias québécois plutôt traditionnels. Vous avez parlé des capacités de mesure, de ciblage, de coût d'entrée, facilité d'utilisation, donc 4 critères. J'en rajouterais par contre, je crois, un 5e en ce qui a trait au format, la capacité de capter en fait les utilisateurs qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Et je m'interroge en fait sur la possibilité pour des médias, disons, plus conventionnels de compétitionner avec ce facteur-là, le fait que les utilisateurs peuvent continuer à suivre, par exemple, la page d'une entreprise dans le cas des réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça, qui m'apparaît un facteur assez déterminant, en fait, dans le fait de recourir à la publicité en ligne? Bien, le fait de lâcher le papier, vous avez compris, je pense, l'essentiel de notre message. Là. Puis on ne veut pas faire une guerre contre ça. On veut juste dire au gouvernement, si vous investissez de l'argent dans quelque chose, il faudrait l'investir dans quelque chose qui va passer les 100 prochaines années ou les 50 ou les 20 prochaines années. Mais on connaît les difficultés qu'il y a présentement, puis sont principalement liées à cette notion-là en particulier. Le ciblage, Facebook, compagnie, on est né avant Facebook. Donc, on était là avant. On sait comment ça fonctionne, on sait comment générer du trafic. Mais présentement, sur notre site Web, juste pour vous dire, les réseaux sociaux correspondent à 25 à 30 de notre trafic. Fait que c'est pas si... c'est fini? Merci. Peut-être compléter votre phrase, je vous en prie. Donc, c'est pas si grave que ça. Si Facebook disparaît demain matin, on va encore répondre à la demande. Puis si c'est Instagram ou Twitter, ça va être ces réseaux sociaux-là qui vont prendre la relève. Merci beaucoup pour votre présentation. Laissez-moi quand même émettre un léger doute sur le fait que juste à Longueuil, que les publicités s'accumulent dans les tours à condos et les blocs appartements. Je ne suis pas certaine de ça.
Ceci étant dit, en ce qui concerne par exemple le journal Métro, qui est distribué d'ailleurs aussi dans ma circonscription à la station du métro Longueuil, on sait qu'il est distribué quand même très largement en version papier, ce qui doit quand même occasionner des coûts importants. Je serais curieuse de savoir quelle est la distribution entre la portion numérique et la portion papier donc, du journal Métro que vous distribuez. Combien de personnes le consultent vraiment en version papier versus le numérique. Puis aussi, je me demandais si vous aviez si vous aviez entamé une réflexion, particulièrement peut-être pour le journal Métro qui est distribué plus largement, sur la gratuité de l'information. C'est quand on parle de revoir les modèles d'affaires, tout ça, je pense que c'est une question qui doit être abordée. Vous, dans votre cas, le journal papier, autant que le contenu numérique, est actuellement disponible gratuitement. Donc, est-ce que vous avez réfléchi à cette question-là? Alors, pour répondre à la première question, le journal Métro a 1,2 million de lecteurs par semaine et dans le numérique, 1,35 par mois. Alors, si tu divises ça, le numérique est moins lu que le journal. Et avec raison, dans le réseau Métro à Montréal, on a, je ne sais pas combien de passagers, mais c'est des millions par semaine. Alors, de là, on en passe et il nous en reste plus de jour en jour du côté papier. Alors, pour nous, ça reste très important d'avoir les deux modèles d'affaires parce qu'on reste avec un produit à succès dans l'imprimé autant que dans le numérique chez nous. Puis c'était quoi la deuxième question? Sur la gratuité de l'information, est-ce que vous avez réfléchi? Mais ça, je vais répéter ce que j'ai dit. Nous autres, on croit dans notre mission qu'on a un milieu socio-économique, notamment parce qu'on dessert dans du porte-à-porte et dans les stations de métro qui viennent de des différents moyens socio-économiques. Et de là, la gratuité, je ne dis pas que pas toute l'information doit être gratuite, mais il doit en avoir du gratuit pour certains de nos citoyens au Québec. Merci beaucoup. Dans la même foulée que la collègue de Tachereau, ça fait plusieurs intervenants qu'on entend maintenant à la commission, mais est-ce qu'au final, ce qu'on entend de la part du milieu médiatique, c'est pas justement un cri d'aide envers l'État qui devrait avoir une obligation de contribuer financièrement, de soutenir financièrement les différents médias? Monsieur Maire, vous dites qu'il n'y a pas de solution unique. En même temps, vous parlez du principe d'universalité. Donc, il faudrait une aide récurrente, équitable pour tous. Puis, de cette façon-là, le gouvernement a les incitatifs de faire passer cette aide-là par une forme de publicité pour aller chercher les revenus à la source où ils se trouvent, c'est-à-dire évidemment chez les GAFA. Alors, ce principe-là, à mon sens, doit être reconnu. Puis ensuite, c'est au gouvernement de voir où est-ce qu'il trouve pertinent d'aller chercher cette aide-là. Je pense que ça, il faut le mettre à l'avant-plan. Maintenant, peut-être spécifiquement sur le modèle du devoir, je pense que c'est en 2015 que vous avez établi le mur payant. Oh non, on a commencé en 97. Non, mais je parle sur le web. Est-ce que c'est dès le moment où vous êtes arrivé? OK. Et c'était une décision de Bernard Descoteaux, j'oserais dire un grand visionnaire, pour le faire rire, parce qu'il dit on ne savait pas ce qu'on faisait vraiment, on savait juste qu'on n'avait pas le choix. Parce que la prémisse au devoir, c'était si on donne notre contenu, on est mort. On dépendait déjà lourdement des abonnements et on ne voyait pas un avenir publicitaire pour nous dès 1997. Alors, c'est un choix de nécessité que Bernard a fait qui s'est avéré le bon choix. Et c'était un cadenas au départ. C'était seulement des cadenas sur certains articles, puis on essayait de convertir à l'abonnement. Ce qui fait que nous, on a de l'abonnement numérique depuis 2013, et l'abonnement numérique fait de la croissance de 40 % par année, à peu près. Je dirais qu'on a projeté 117 % de croissance de l'abonnement numérique sur un horizon de 2013 à 2018. Merci. Vous avez justement demandé la différence. Merci à vous. Merci beaucoup pour la présentation. Effectivement, ça nous fait beaucoup de choses à aller revendiquer du côté d'Ottawa. On pourrait aussi choisir, au lieu d'aller chercher chaque petite chose sur laquelle on débat depuis maintenant 3 jours, d'assumer aussi la souveraineté culturelle du Québec et peut-être même d'aller plus loin, qui sait. Cela étant dit, on entend souvent les différents intervenants. Vous faites partie du lot, nous parler justement des crédits d'impôt qui sont nécessaires, des fonds d'aide. J'en suis. Cela dit, on parle toujours également de la nécessité d'augmenter la publicité gouvernementale, mais est-ce qu'on ne passe pas à ce moment-là un peu à côté de l'enjeu de la dépendance à la publicité, dans le sens que même si le gouvernement réinvestit de la publicité dans les différents médias, si les entreprises continuent, elles, de se tourner vers les grands GAFA de ce monde,
bien, on va continuer à aller un peu dans la même direction que celle que l'on prend actuellement. Donc, je me demandais si du côté de Cogeco, vous aviez entamé justement une réflexion sur les solutions pour s'affranchir le plus possible de la dépendance à la publicité. En fait, le modèle médiatique privé repose sur les investissements publicitaires et je pense qu'il va continuer de reposer sur les investissements publicitaires si on veut préserver une indépendance des salles de nouvelles et de l'industrie médiatique en général. Et je pense que l'approche essentielle doit continuer de reposer sur la publicité. C'est à nous d'être créatifs et de développer de nouveaux produits pour les publicitaires et pour d'autres médias. Certains l'explorent actuellement. Il y a le modèle d'abonnement payant qui peut certainement être exploré. Mais encore là, je vous donne mon opinion personnelle. En ce qui concerne le modèle québécois, et compte tenu de la grandeur du marché, je pense que c'est un modèle qui est voué à un échec. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez dit que vous compreniez que le gouvernement puisse investir jusqu'à peu près 5 % de ses revenus publicitaires sur les GAFA parce que c'est important de rejoindre les jeunes. Ouais. Les jeunes, on s'entend, vont finir par vieillir. Il va y avoir d'autres jeunes aussi qui vont arriver au Québec. Ce qui m'amène à dire, puis je vais être franche avec vous, je me demande si c'est pas un peu illusoire de croire qu'on peut revenir en arrière en ce qui a trait à l'investissement en publicité, par exemple, sur les GAFA de ce monde, même avec une régie publicitaire québécoise. Est-ce qu'on peut vraiment compétitionner contre des outils qui, on ne va pas se le cacher, où sont investis des centaines de millions, voire des milliards de dollars à chaque année pour augmenter la technologie? Donc, je pense qu'il faut avoir cette préoccupation-là si on veut réussir à trouver des solutions qui ne vont pas seulement être bonnes pour les 5 prochaines années, mais qui vont pouvoir assurer une pérennité à l'industrie médiatique québécoise à long terme. Alors, ce qui m'amène à ma question, j'ai vu dans votre mémoire, donc, vous êtes positionné, disons, à l'encontre d'une aide gouvernementale, ou du moins à long terme, mais pourquoi, si cette aide gouvernementale, par exemple, si cette aide était récurrente, si elle était équitable envers tous, pourquoi est-ce que vous vous y opposez? Ah, si elle était équitable pour tous, il n'y a pas de problème. Ce que je dis bien dans le mémoire, c'est que je ne suis pas pour les aides de façon catastrophée. Je ne suis pas pour l'aide à la pièce. Mais oui, bien, en fait, si c'était récurrent, mais surtout équitable, moi, là-dessus, j'en suis. Et moi, je pense qu'il y a des façons, effectivement, peut-être, d'aider les médias et tout ça, mais moi, je pense qu'on doit le faire de la bonne façon. On doit le faire de la bonne façon. On doit réfléchir vraiment au mécanisme fiscal qui va venir. Ça ne doit pas être juste une compensation pour dire « Ah, je donne un crédit d'impôt sur tous les emplois, nanana, tout ça. » C'est OK, mais moi, je pense qu'il faut vraiment y réfléchir. Comment on veut faire ça et comment on veut vraiment relancer l'industrie, si c'est ça le but, et ça devrait être ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous nous avez parlé d'une plateforme que vous aviez envisagé de mettre en place suite au rapport Payette en 2011. Vous avez dit cependant qu'il y avait eu des difficultés qui finalement avaient fait, semble-t-il, avorter le projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Bien, en fait, je n'étais pas là à l'époque. Alors, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a relaté, c'est qu'il y avait une unanimité. Il y a eu une commission comme celle-ci. L'ensemble des membres étaient unanimes pour qu'il y ait une plateforme interrégionale d'information sur le projet. Il y a 2 gouvernements différents qui sont succédés, mais le financement n'est jamais arrivé. Donc, en 2013, Mme Fortin, ma prédécesseure, a décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire la fabrique culturelle. C'est essentiellement ce qui est arrivé. Okay. Puis, est-ce qu'il y a encore des discussions sur le fait d'élargir, par exemple, la fabrique culturelle pour intégrer ces autres partenaires? Bien, en fait, moi, quand je suis arrivée en poste, et un des premiers partenariats qu'on a fait avec la fabrique culturelle, c'est Capital Média. Et Capital Média venait tout juste d'être acheté par le groupe de M. Cochon à l'époque. Et un des projets que je nourrissais, c'est d'être justement de faire un partenariat avec eux, par exemple, sur des contenus de plus longue forme, de longueur plus importante pour parler de l'exemple que je vous ai donné, par exemple, des travailleurs forestiers, avec des partenariats de leurs journalistes, de nos équipes de production. Donc, oui, on est ouvert. Est-ce qu'on a les ressources en ce moment pour le faire? Non.
Donc, une question de financement à ce moment-là. Clairement, il y a une question de financement, mais ce n'est pas une question de volonté. Je vous dirais que les équipes régionales n'attendent que ça, parce qu'elles ont vu à quel point l'impact de la fabrique culturelle était bénéfique dans leur région. Ces gens-là sont devenus des gens pour les acteurs culturels incontournables. Évidemment, ils en sont fiers. Avec raison. Alors, on espère maintenant que le financement suivra. Merci beaucoup pour la présentation. Je suis totalement d'accord avec vous pour ce qui est de la nécessité d'une aide structurante au milieu médiatique québécois, ce qui m'amène à 2 questions. S'il n'y a pas une aide urgente de la part du gouvernement, est-ce qu'il pourrait y avoir carrément un risque de fermeture, par exemple, à la presse? Ma 2e question, maintenant que vous avez eu le feu vert pour les reçus d'impôts d'Ottawa il y a quelques mois maintenant, si je ne me trompe pas, est-ce que vous avez l'intention d'être transparent et de divulguer, par exemple, votre liste de donateurs? Bon, à la 2e question, la réponse est oui. Je pense que la loi exige que la minute qu'on obtient un numéro qui nous permet d'émettre des reçus de charité de donateurs reconnus, on doit soumettre la liste, ou on doit la rendre publique, la liste de tous les donateurs, je pense, de 5 000 et plus. Là. Je crois que c'est le... Faire pour les 5 000 et moins, ou pas du tout? Écoutez, je pense qu'on va respecter la loi, on va respecter les gens qui nous donnent des dons aujourd'hui, qui sont des dons qui sont 10 $ par semaine et tout ça, on demande aux gens, ceux qui veulent être identifiés. À la 2e question, non, on n'est pas sur le bord de la faillite aujourd'hui. La presse n'est pas dans cette situation-là. Toutefois, ce que je peux vous dire, c'est que s'il n'y a pas une aide rapide et structurante, on met à risque la pérennité de la presse. Ça, c'est clair. Merci. Merci pour votre présentation. Tout le monde s'entend, la crise des médias, c'est une crise des revenus. Et comment on génère des revenus selon le modèle actuel? Bien, c'est avec la publicité. Maintenant, comment on attire la publicité? C'est avec les clics sur le web. Et plusieurs groupes nous ont fait part que cette espèce de guerre aux clics créait quand même une certaine pression qui pouvait inciter des groupes de presse à offrir des incitatifs. Par exemple, aux blogueurs, chroniqueurs, tout ça. Il y a d'ailleurs une blogueuse, justement, qui écrivait sur vos plateformes la semaine dernière, et je vais la citer. On se fait dire d'être plus polémiste, de privilégier la sortie incendiaire plutôt que l'argument nuancé afin de vous attirer par l'indignation. Elle parlait au public. Et comme nous devons vivre autant que vous, on cède en se disant que ce sont les exigences de la profession et que c'est ce qui rapporte. Bon, bien sûr, vous avez beaucoup, justement, de blogueurs, de chroniqueurs, Journal de Montréal, Journal de Québec, qui présentent, comme vous l'avez bien dit, une très grande diversité d'opinions. Mais est-ce qu'au bénéfice du public, vous pourriez nous expliquer comment ces incitatifs au clic fonctionnent chez vous? Honnêtement, je ne sais pas, Lynn, si tu as une réponse. Là, moi, je ne suis pas vraiment familier avec ça, là, donc les incitatifs au clic. Nous autres, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est que l'information soit le plus disséminée possible, d'être en mesure de pouvoir avoir l'audience la plus large. Avoir le plus de contenu diversifié pour être justement capable d'aller chercher le plus de lecteurs, peut-être quand vous dites au clic, mais avoir le plus de visiteurs possible. C'est par les contenus qu'on met en ligne. Mais parce que les clics, là, donc, à l'époque, c'était effectivement donc, un des éléments là, qui était retenu concernant donc, l'efficacité de la publicité. Mais il n'y a plus uniquement que les clics. Il y a d'autres éléments ou d'autres facteurs qui sont retenus par les publicitaires pour justement faire en sorte de monnayer, donc de financer les salles de rédaction à partir, évidemment, donc, de la transmission des informations qui sont générées et créées en salle de rédaction, publiées dans le journal et également aussi au même moment ou avant, donc éditées sur le site web des journaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous quatre pour votre présentation. Je salue sincèrement toutes vos démarches pour cultiver une meilleure confiance dans la population. Je crois que c'est vraiment fondamental, voire essentiel. Cela dit, j'ai quand même une question parce que vous parliez beaucoup d'indépendance des médias. Mais est-ce que la mission même de Radio-Canada, qui a été fixée en 1991 par une loi du gouvernement canadien et qui vous demande notamment explicitement dans la mission de contribuer au partage d'une conscience et d'une identité nationale canadienne, on s'entend, n'entre-t-il pas en contradiction, du moins dans la perception, envers le principe d'indépendance politique des médias?
Non, aucunement, parce que sincèrement, il y a une différence fondamentale entre le mandat au sens large et le rôle que l'information vient jouer dans ça. Il y a un mur de Chine qui est haut comme c'est pas possible et qui est épais comme c'est pas possible entre le gouvernement et la salle de rédaction, entre la direction de l'entreprise et la salle de rédaction. Et je dis souvent la blague, si je demande quelque chose, ça va être assez pour que ça se fasse pas. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait cette autonomie-là. Et c'est ma plus grande fierté, c'est d'avoir une salle avec des journalistes qui sont autonomes et indépendants. Ceci étant dit, notre mandat, c'est de pouvoir s'assurer de refléter la culture canadienne. Donc, notre programmation, quand on arrive en heure de grande écoute comme en journée, est composée à 99,5 % de contenu canadien. Les émissions qu'on produit en radio sont 100 % produites au Canada également. Donc, on reflète la culture canadienne, puis dans certains cas, comme au Québec, la culture québécoise, par les productions qu'on fait, parce que c'est notre mandat de pouvoir soutenir le contenu d'ici. Donc, selon vous, le mandat n'a pas d'influence sur le contenu? Non. OK, merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Je comprends que vous vous croisez les doigts, que ça va aller mieux d'ici quelques années. Par contre, cela dit, en entendant l'ensemble des intervenants, j'ai plutôt l'impression personnellement que ça va prendre une aide financière à long terme de la part de l'État. Vous nous avez parlé de votre virage numérique, comme quoi vous avez décidé il y a très peu de temps d'aller vers le mur payant. Vous avez bien sûr une application. Vous voulez continuer d'innover. Vous avez mentionné vouloir attirer davantage de jeunes dans votre lectorat. Quelles sont les prochaines étapes pour la Gazette en ce sens-là? Continuer à expérimenter avec, par exemple, on a Artificial Intelligence pour cibler les lecteurs, le lectorat avec la publicité, mais aussi les contenus qui sont plus relevants pour eux. Un système de registration suivi par inscription pour obtenir de l'argent, mais aussi pour obtenir de l'information qui est importante pour donner de l'information plus relevante pour eux. Après ça, on ne sait pas. On va regarder, we have an experiment taking place right now in London, Ontario, at the London Free Press. Si ça marche, ça vient à Montréal, à la Gazette, mais sinon, on va essayer quelque chose d'autre. Okay. L'inscription, vous parlez des abonnements ou il y a une nuance à faire entre l'inscription et l'abonnement? Registration, donner le courriel. Okay. Et probablement des renseignements un peu suivis leur habitude, les choses qu'on lit, etc. Et suivi par inscription, quand on paye pour obtenir les contenus. Okay. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai 2 questions, donc je vais y aller en rafale. Je veux juste être bien certaine de comprendre. Si le gouvernement du Québec décidait d'instaurer une aide universelle, récurrente, à long terme, équitable pour l'ensemble du milieu médiatique québécois, est-ce que vous êtes absolument certain qu'à ce moment-là, la question du Publisac, la question de l'abandon du Publisac ne pourrait pas être envisagée, ou même s'il y a cette aide importante de l'État, vous croyez que votre modèle doit absolument garder le Publisac? Donc, ça, c'était ma première question. Je vais juste y aller avec ma deuxième, rapidement, vous pourrez répondre. Vous avez parlé que s'il n'y avait pas le soutien de Transcontinental vis-à-vis certains hebdos, plusieurs seraient à risque de fermeture. Combien y en a-t-il en proportion, par exemple? Bon, premièrement, le futur du Publisac ne dépend pas des hebdos. Les hebdos payent moins de 5 % du coût d'envoyer un camion à 3,3 millions de portes. Le coût de la distribution de masse au Québec que les hebdos bénéficient est payé à 95 % et plus par les détaillants. Donc, s'il n'y a plus d'hebdos au Québec, là, le Publisac va très bien aller. S'il n'y a plus de Publisac, je ne suis pas sûr que l'inverse est... OK? Par rapport, Transcontinental est éditeur de magazines spécialisés. On n'est plus dans les hebdos, mais on est ici parce que nos clients, c'est tous les hebdos. Et je vous dis, je suis très au courant de leur santé avec leur compte à savoir. On comprend bien cette business-là, puis on est ici pour les supporter. Puis qu'on pense comme société publique importante au Québec, on pense que l'information locale, les histoires des Québécois, avoir des gens qui couvrent les conseils de ville, qui couvrent ce qui se passe dans chaque région, c'est important comme société. Puis on est venu ici pour supporter nos clients.
puis pour dire que comme citoyen corporatif, on pense que c'est important et qu'on est rendu que raconter l'histoire des Québécois aux Québécois, c'est pour un gouvernement, à notre sens, c'est aussi important qu'encourager une compagnie de danse. Merci beaucoup. C'est très, très intéressant. On a parlé il y a quelques minutes du fameux marché du clic, dont vous reconnaissez l'existence, notamment avec la montée du phénomène des chroniqueurs, des blogueurs. Hier, j'ai demandé à Québécois de nous expliquer, au bénéfice du public, le système d'incitatifs qu'ils ont mis en place, incitatifs notamment à la rémunération pour ce qui est des clics obtenus par leurs blogueurs sur le web. Ils n'ont malheureusement pas voulu répondre à ma question. Moi, je serais curieuse de savoir si vous avez étudié ou mesuré ce phénomène-là. Non, pas du tout. C'est que ce sont quasiment des secrets d'industrie, ces choses-là. Il faut peut-être avoir été chroniqueur, avoir connu la rémunération aux 1000 ou aux 5000 clics pour vous répondre à ça. Et j'ai pas... Ce que je comprends, c'est que ce n'est pas des fortunes, mais quand même, je n'ai pas d'informations précises à ce sujet-là. Mais vous comprenez, vous avez quand même des informations selon lesquelles ces incitatifs-là existent, bel et bien. Bien, ils sont rémunérés en bonne partie. En tout cas, il y a des incitatifs pour que leurs chroniques, leurs propos prennent de l'ampleur et aient de l'impact. Disons, aient de l'impact, c'est plus neutre. Oui, merci énormément. C'est vraiment une bouffée d'air frais, je pense, que vous nous apportez cet après-midi parce que, bon, évidemment, c'est sûr, on a parlé beaucoup des modèles d'affaires plus traditionnels, la publicité. C'est fini. Bien, c'est un peu ça que j'ai envie de dire, puis j'espère sérieusement qu'on va pouvoir faire preuve d'audace ici à la Commission, puis de ne pas se limiter à des solutions qui vont être bonnes pour peut-être les 2-3 prochaines années. Pour 4 groupes médias. Comme vous le dites. Parce que les enjeux là, sur lesquels qu'on regarde aujourd'hui sont tellement importants, vous l'avez bien dit, pour la culture, pour l'identité de ce qu'on est comme Québécois. Donc, merci. Puis je pense qu'il faut aussi qu'on distingue, on dit qu'on traite des médias d'information, mais l'information, c'est plus large aussi que juste ce qui est dans l'actualité. Puis l'actualité, ça va tellement vite, comme vous le dites. Le reportage sur Samuel Côté, par exemple, à Rimouski, c'est de l'information. Bien sûr qu'il y a une notion de divertissement, d'en apprendre davantage, mais c'est de l'information. Donc, moi, je pense que vous devriez revendiquer. Ah, bien, moi, je le revendique, l'information. Je sais que oui, on fait du marketing de contenu qui semble. Mais il y a de la transparence. Mais le débat sur Slav est né dans Urbania. C'est un article qu'on a publié qui a déclenché cette discussion-là. Il y a plein de choses qu'Urbania. Puis oui, on fait du marketing de contenu. Puis on gagne notre vie comme ça. Puis oui, bien sûr. Je m'en excuserai pas. Je pense que le Québec, considérant tous les enjeux auxquels on fait face présentement, n'aura pas le choix, si on veut s'assurer justement de la survie de notre culture à long terme, de rapatrier les pouvoirs en matière de culture. Je pense que tout le monde s'entend autour de la table, assumer la souveraineté culturelle du Québec, même si on peut différer sur... Mais au moins être offensif, parce que, tu sais, moi, je m'aperçois quand on a un magazine, les seules subventions qu'on peut avoir quand on a un magazine un peu grand public, c'est à travers Patrimoine canadien. Quand on produit de la télé, c'est le Fonds des médias du Canada. Donc, quand on fait du contenu qui s'adresse au grand public, l'argent vient tout du fédéral et il n'y a presque rien qui vient du provincial. Tout à fait. Puis même le Fonds des médias pourrait aussi être alimenté non seulement par la TVQ, mais si le fédéral ne taxe pas les géants du Web, il n'y a rien qui empêche le Québec d'assumer la part fiscale du gouvernement canadien à l'heure actuelle et de taxer à la hauteur pour financer encore davantage un futur fonds. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. C'est vraiment super intéressant ce que vous faites. D'autant que je pense que maintenant, on est à une époque où il y a un retour vers le local qui s'exerce beaucoup et les gens sont très, très intéressés par ce qui se passe tout près d'eux, dans leur quartier, tout ça. Donc, vous répondez bien à ça. Vous êtes comme des super niches en quelque sorte. Je pense que vous faites aussi... vous êtes aussi un important contrepoids à tous, justement, les spotted de ce monde dont faisait état le député de Saint-Jean tantôt. Donc, bravo pour ça. Il y a une phrase dans votre mémoire qui m'a peut-être interpellée à la page 8. Vous dites que vous rapprochez de l'économie sociale, que toutefois votre forme juridique n'est pas celle d'une OBNL ni d'une coopérative. J'aurais envie juste de vous demander pourquoi. C'est fondé par une personne qui au début a démarré une compagnie. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est un modèle sur lequel vous tournez pour l'avenir? Oui, c'est des discussions qu'on a là. Tout à fait de changer la forme juridique. Oui, c'est dans les discussions. OK. Bon, merci. Merci beaucoup. C'est très impressionnant ce que vous faites. Même, vous avez eu plus d'engagement sur les réseaux sociaux au final que les autres médias quand on analyse ça, donc bravo.
Lorsque, dans votre mémoire, vous écrivez je pense que c'est à la dernière page, oui. Vous dites « Les organismes gouvernementaux doivent réglementer le montant des frais facturés pour pousser une publication sur les médias sociaux. » Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous pensez Présentement, le Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, il y a un frais si je veux booster mes annonces, mes posts. Si ça arrive à un certain point que ces frais sont très élevés, c'est pas bon pour la démocratie parce que c'est la seule façon qu'on dirige les nouvelles. Dans l'ancien temps, il y avait un petit jeune qui livrait les papiers, les journaux. Aujourd'hui, c'est Facebook qui a nos nouvelles sont dans les mains de Facebook, Twitter, Instagram. Si jamais ils nous chargent, la démocratie est finie. Tout à coup, c'est eux autres qui décident quoi c'est valide et quoi n'est pas valide. En termes d'algorithmes, vous voulez dire, si Facebook et tous les autres réseaux sociaux changent les algorithmes de sorte à ce que ça soit encore plus difficile pour les médias de percer sans payer. Exact. Déjà, si je booste pas, j'ai pas la même reach. Alors, c'est pas correct dans le sens des nouvelles. Parce que tout le monde a le droit d'avoir les nouvelles. Oui, c'est intéressant ce que vous nous dites parce que vous êtes la première à l'avancer parce que souvent on met en compétition, en fait, les publicités dans les différents médias traditionnels et les publicités sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de gens vont dire que c'est peut-être plus attractif de faire la publicité sur les réseaux sociaux parce qu'à l'heure actuelle, c'est moins cher, mais au final, sur les réseaux sociaux, ce que vous avancez, c'est que c'est pas tant de la publicité que vous concevez les réseaux sociaux comme étant un canal de distribution, comme l'était avant les réseaux de Camelot, par exemple. Merci. C'est intéressant. Merci beaucoup. Super intéressant de vous entendre. Dans la même veine, est-ce que si le gouvernement canadien refuse d'agir pour l'équité et de taxer les géants du Web, croyez-vous que le gouvernement du Québec devrait occuper le champ fiscal laissé vacant par le gouvernement du Canada? Tout à fait. Je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas. Super, merci. Puis peut-être plus globalement, on l'a dit dans la commission un peu plus tôt qu'il y a seulement maintenant 49 % des Québécois qui ont confiance dans les médias d'information. Selon vous, c'est quoi les principales causes de ce phénomène-là qui est vraiment préoccupant? Je me méfie de ce sondage-là, Okay. comme je me méfie de tous les sondages, comme vous autres sans doute aussi. Je m'en méfie pourquoi? Parce que après l'ensemble des scandales qui ont été révélés par l'émission Enquête à Radio-Canada, et puis Dieu sait qu'on en a révélé des scandales, le taux d'appréciation des journalistes était au top. On ne l'avait pas vu comme ça depuis des années. Quand les journalistes démontrent leur utilité, ils sont populaires. Alors, c'est la raison pour laquelle je me méfie, parce que ça fait un peu comme cette allure de dire « Oh, le monde ne nous aime pas, qu'est-ce qu'on va faire? » C'est pas ça qu'il faut faire. Là. Il faut agir de telle sorte qu'on fasse du bon journalisme et qu'on se démarque en montrant la nécessité d'avoir du bon journalisme au Québec, tout simplement. Merci beaucoup. Merci énormément pour votre contribution. Je trouve ça très intéressant, l'idée de voir le conseil de presse baliser le statut de journaliste professionnel, par exemple, ou encore quels médias pourraient obtenir de l'aide financière de la part de l'État. Par contre, ça m'amène un questionnement. On sait qu'il y a plusieurs joueurs qui actuellement ne font pas partie du conseil de presse. Et je ne parle pas juste de Québécois, on parle des nouveaux médias comme Mme Massad qu'on a rencontrée tout à l'heure. Et avez-vous pas peur que si on laisse le soin au conseil de presse de choisir qui reçoit, par exemple, les subventions gouvernementales, il y a un blocage à l'entrée de nouveaux joueurs? Madame Massad, je ferai une demande en ce sens. Et là, le conseil de presse devrait décider pourquoi il me refuserait. Hein? Donc, vous pensez que ça va aller de soi? Mais je pense que ça irait de soi et que toutes les entreprises, petites ou grosses, qui veulent bénéficier de l'aide gouvernementale auraient tout intérêt à ce moment-là à rejoindre le conseil de presse. OK. Merci. Puis, dernière petite question. Oui. On a parlé beaucoup de la montée des blogueurs, chroniqueurs, tout ça. Vous avez dit, bon, c'est peut-être pas très payant d'être blogueur pour un journal, mais on sait qu'il y a certains journaux qui donnent des incitatifs, disons, à la rémunération pour obtenir plus de clics, par exemple, sur le web. Donc, si vous avez un certain nombre de clics, bon, on vous donne plus d'argent. Est-ce que vous trouvez que c'est une pratique qui est saine pour la démocratie? Non, pas du tout, mais c'est une des raisons pour lesquelles, d'après moi, si on se contente d'appliquer la loi de l'offre et de la demande, on ne fait pas du journalisme
on tire le journalisme vers le bas. Et c'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, le rôle de l'État est extrêmement important actuellement pour maintenir le journalisme vers en haut. C'est un paradoxe aussi en information, parce que si vous demandez aux gens qui lisent un journal, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Alors, on n'aime pas qu'il y ait trop de sang, on n'aime pas qu'il y ait trop d'atteinte à la vie privée, on n'aime pas qu'il y ait, etc., etc. Mais en même temps, on sait très bien que, qu'est-ce que vous lisez dans le journal? Ben, c'est ça que vous lisez, précisément. Donc, on est dans cette espèce de paradoxe où la demande tire par en bas, très souvent, et que c'est aux journalistes, d'une certaine manière, de tirer par en haut. Et l'entreprise de presse, plus elle est serrée financièrement, plus elle va s'en aller vers le bas. Plus la concurrence va être forte entre les entreprises de presse, plus ça va les tirer par en bas. Merci, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup à mon tour de souligner l'excellent travail que vous faites. C'est vraiment un plaisir de visiter et même de prendre part à des entrevues avec vos étudiants, tout ça, donc chapeau. J'ai deux petites questions pour vous. D'abord, vous nous avez bien dit, vous préparez les étudiants que vous avez au cégep aux difficultés qu'ils vont rencontrer sur le marché du travail, mais est-ce que vous sentez depuis quelques années une augmentation des craintes peut-être chez les étudiants quant à leur avenir professionnel? Ma deuxième question, peut-être plus rapidement, on a parlé d'éducation aux médias. Est-ce que dans ce contexte-là, vous seriez favorable à l'instauration d'un cours d'éducation à la citoyenneté au primaire, au secondaire, qui comprendrait une partie d'éducation aux médias? Je vais me permettre de répondre à votre deuxième question tout de suite en vous disant oui. Et à la première question, oui, effectivement, nos étudiants sont craintifs. Ils voient, ils entendent parler de la crise que vit le secteur de l'information et inévitablement, ils se posent des questions. Est-ce que c'est un domaine dans lequel je vais pouvoir effectivement avoir un emploi? Et moi, j'ai toujours deux réponses à leur faire. Première des choses, comme on a déjà, je pense, souligné, on n'a jamais eu autant besoin de journalistes que maintenant. Et on a encore davantage besoin de vous, surtout que vous autres, les jeunes, vous allez peut-être trouver des solutions que nous autres, les têtes grises comme moi, on n'a pas encore réussi à trouver pour adapter le modèle. Et deuxième des choses, on se rend compte que si certains secteurs médiatiques sont effectivement touchés de plein fouet par la crise, on le voit avec la presse écrite, d'autres secteurs de l'information sont par contre en plein développement, en plein bourgeonnement. Il y a des producteurs de contenu qu'on voit apparaître un petit peu partout. Le web offre des possibilités extraordinaires. On est encore dans une phase de transformation et de mutation. Et moi, je dis aux jeunes, suivez votre cœur. Vous avez la passion. Vous voulez servir votre communauté, votre collectivité. Allez-y. Ah, je suis jeune. Merci beaucoup. C'est vraiment fascinant de vous entendre. Je pense qu'il faut vraiment considérer votre vision parce que si on considère seulement la situation actuelle, on va manquer tout ce qui s'en vient parce que le changement, vous l'avez bien dit, c'est exponentiel ce qui s'en vient dans les prochaines années. J'ai deux questions. D'abord, sur la structure de concertation, d'innovation, vous avez fait référence à d'autres pays qui ont déjà pris cette voie-là, notamment les Pays-Bas qui investissent 5 millions d'euros par année. Croyez-vous, considérant les investissements qui sont faits par les géants du numérique en intelligence artificielle, qui sont des centaines de millions, voire des milliards de dollars, est-ce que vous croyez que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas un apport beaucoup plus grand au niveau financier? Puis est-ce qu'on peut déjà sentir une amélioration, par exemple, aux Pays-Bas auxquels vous faites référence? Deuxième question, la régie publicitaire, vous avez dit que ça pourrait prendre la forme d'une possible formule d'abonnement à tous les médias, un peu sur le modèle d'Apple News, possiblement. Des données d'habitude de consultation. Est-ce qu'il y a d'autres éléments aussi qui pourraient être mis en commun par l'ensemble des médias? J'imagine que oui. Je n'ai pas vraiment le temps, je pense, pour répondre à ça, mais une unité mixte de recherche peut faire de la recherche semblable. L'équivalent de ce que je vous propose aux Pays-Bas, ils font ça. Ils publient des rapports, ils les partagent. Vous pouvez les consulter d'ailleurs. Ils collaborent avec d'autres pays. Ils servent à ça. Ils informent le gouvernement. Ils font des études pour leur dire, vous avez adopté telle politique pour aider les médias d'information. On fait une étude. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Ça marche? Ça marche pas? Quel résultat est-ce que ça donne? Donc, ça se nourrit mutuellement. Il faut pas... L'innovation, là, on peut pas prédire tout ce qu'on va avoir comme idée, ce qui va fonctionner, ce qui fonctionnera pas. Mais eux, ils sont déjà prêts à nous aider, ils sont prêts à nous dire, voilà, sur la base de notre expérience, là, voici ce qui marche et ce qui ne marche pas. Okay? Parce qu'ils sont un peu cassés la figure au début, là. Ils ont financé un certain nombre de projets, puis ça n'a pas fonctionné. Puis après ça, tranquillement, ils ont commencé à comprendre, OK, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui est porteur, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, même des collaborations avec les autres. Puis oui, on peut le faire au Québec. D'abord, on a la chance d'être un petit marché francophone
dans une mer anglophone. Ce qui fait qu'on est peut-être moins intéressant pour les grands géants, là, puis on est capable de tirer notre épingle du jeu. On l'a toujours fait. Là. Donc, je suis parfaitement confiant, puis je suis optimiste. Merci beaucoup, très intéressant. Je vais vous donner l'occasion de poursuivre là-dessus parce que, franchement, c'est une réalité qu'on observe, qu'on vit en tout cas dans la région périphérique de Montréal. Moi, je suis députée à Longueuil et personnellement, chez nous, on n'en fait pas de conférences de presse au niveau local parce qu'il n'y a pas de journalistes qui viendraient de toute façon parce qu'ils sont si peu nombreux qu'ils sont beaucoup trop occupés pour se présenter à des événements comme ça. Donc, fonctionne par communiqué de presse, puis même encore, c'est pas certain que ça sera repris dans les médias locaux. Comment est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Vous avez dit qu'il faut valoriser l'information locale, mais concrètement, ça peut passer par quoi? Est-ce que c'est par l'éducation? Nous, on a des médias quand même très créatifs à Longueuil qui font un travail extraordinaire, qui misent beaucoup sur le développement du sentiment d'appartenance aussi à la communauté. Est-ce que vous croyez que c'est des voies à explorer? Comment vous le voyez de façon concrète? Bien, c'est ça. Bon, c'est une région que je connais peut-être un peu moins, mais d'après ce qu'on a fait sur le terrain, d'après ma connaissance de cette région-là, il y a quand même une forte présence de médias communautaires. Il y a une présence aussi il y a des nouveaux groupes de propriétaires qui se sont formés avec la vente des hebdos de Transcontinental. Donc, ces gens-là auront peut-être des projets de consolidation, de développement de leur offre d'information. Mais je pense que ça peut être une région où le soutien peut être ciblé aussi pour les aider dans ces efforts-là. Évidemment, avec toute la distance qui s'impose. Mais et c'est clair que c'est une région où les besoins... On a constaté aussi que l'offre conditionne la demande. Hein? Dans la ville de Brossard où on est allé, les gens ne manifestaient pas une grande insatisfaction ou un grand besoin pour avoir plus d'informations régionales ou locales parce qu'ils sont habitués à consommer les médias de Montréal et même Brossard, c'est plutôt les médias de Longueuil aussi. Mais donc, il y a un travail à faire aussi, évidemment, pour cultiver cette demande. Alors, pour réviser spécifiquement la région du 450. Entre autres, oui. Je vous remercie, Madame. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, aux collègues, aux intervenants, aux différents contributeurs. Vous venez de le dire, ça aussi, c'est fédéral. Mais là, en ce moment, en plus, on a le contexte idéal. Il y a des élections au niveau canadien qui vont se dérouler dans les prochaines semaines. Alors, j'espère qu'on saura utiliser cette période, disons, stratégique pour faire valoir les demandes du Québec. Ceci étant dit, vous nous parlez des données, comme quoi c'est essentiel que les géants du numérique puissent nous donner accès à l'information qu'ils détiennent sur les Québécois pour qu'on soit en mesure de mieux les comprendre. Est-ce que par données, vous incluez également, comme vous le faites à la recommandation 6 et 7, les algorithmes, donc la façon dont l'information nous parvient? Et si c'est le cas, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait une totale transparence? Est-ce que c'est possible dans un contexte de secret d'affaires derrière lesquels les entreprises pourraient être évidemment tentées de se cacher? Je vais répondre à la première partie de la question. En ce moment, on met en place des politiques de diversité à l'écran, diversité derrière l'écran en produits culturels et médiatiques. Il faut minimalement, qu'on soit capable d'assurer que la programmation algorithmique, qui est autant une lecture grammaticale de l'information et du média, etc., c'est la même chose que faire du montage, c'est la même chose que de la direction photo. C'est un métier, ça fait partie de l'information. Comment on fait pour vérifier s'il n'y a pas des biais? Des biais de genre, des biais, peu importe le biais, comment on fait pour vérifier ça? Comment on fait pour s'assurer qu'il n'y a pas justement un pan de nos médias, de notre production culturelle, qui est soustraite aux avancées qu'on pourrait faire en termes de diversité et d'équité? Ce n'est qu'un exemple. Cette recommandation-là, elle est directement issue d'un rapport, d'un livre blanc que le gouvernement britannique a rendu public un peu plus tôt cette année, le Online Harms White Paper, donc harms dans le sens de préjudice, de dommages que ces plateformes-là, oui, peuvent causer. Et ben oui, les parlementaires en Grande-Bretagne réfléchissent parce que les plateformes ont fait la démonstration qu'elles n'étaient pas capables de s'auto-réglementer. Donc,
on les a laissés aller pendant plusieurs années, là, pendant une dizaine d'années. Et ben voilà, ils demandent donc un accès aussi donc aux algorithmes pour savoir quels sont leurs effets sur la société.